Bonjour, je m'appelle Asia, donc je suis en deuxième année GCCD à l'IUT de Sénart. Moi je suis Anaïs, du coup pareil, je suis en deuxième année de génie civil et construction durable à l'IUT de Sénart-Fontainebleau sur le site de Sénart. Bonjour, je me présente, je m'appelle Lucas Candelari. Je suis en deuxième année de BUT en génie civil et construction durable en formation en alternance. Du coup moi je m'appelle Emma Le Tessier et je suis aussi en BUT génie civil en alternance également. Alors du coup dans la Tiny House on s'est beaucoup basé sur des matériaux biosourcés et beaucoup de recyclage. Donc par rapport au recyclage on s'est basé sur beaucoup de déchets qu'on pouvait trouver sur les chantiers, surtout de travaux publics parce que c'est là où il y a le plus gros de déchets. Donc notamment par exemple pour notre bardage on a pris de l'épicéa et l'épicéa il se trouve énormément dans les chantiers parce que en fonction des coupes on peut trouver beaucoup de chutes. Donc ça on va beaucoup travailler pour le retrouver. Aussi avec les canalisations, par exemple avec le PVC, on a été chercher beaucoup de PVC biosourcé pour limiter du coup l'impact de carbone. Aussi avec par exemple l'isolation, on a été chercher un isolant qui était autant performant qu'un isolant lambda comme la laine de verre, mais dont l'origine était un peu plus naturelle et biosourcée. Donc nous on a choisi la métisse du coup qui est composée majoritairement de fibres et de textiles. Donc du coup pour notre tiny house, on a utilisé principalement du bois recyclé. Et aussi des isolants comme le métis ou le Biofibre Trio qui est un mélange de lin, chanvre et coton. Donc c'est des matériaux qui sont vraiment connus pour être biosourcés, recyclables et biodégradables. Alors du coup par rapport aux défis techniques, déjà il faut savoir qu'on avait beaucoup de normes déjà. Donc par exemple il fallait que la hauteur ne dépasse pas 4,3 m. La largeur c'était 2,55 m et la longueur c'est 6,6 m. Donc il fallait à peu près 16 mètres carrés de surface habitable. Pour un poids de maximum 3,5 tonnes et un budget surtout à ne pas dépasser des 30 000 € sans la manœuvre. Donc du coup il faut savoir qu'on a créé la Tiny House, c'est pour un couple sans enfants. Donc il n'y a besoin que d'une seule chambre. Ensuite, on a décidé de faire un toit par exemple qui était en pente pour pouvoir récupérer tout ce qui est eau de pluie et autres, pour pouvoir la réutiliser après pour faire une énorme économie par rapport à l'eau, par exemple comme pour la douche. Oui, en fait on a beaucoup d'enjeux aussi écologiques, donc on a introduit beaucoup d'éléments qui s'appellent low-tech. Donc par exemple nous on va introduire un système de douche où on réutilise l'eau en continu. Donc comme ça permet, au lieu d'avoir une douche qui consomme 40 litres environ, on sera à peu près à 4,5. Et donc on aura un système de récupération, on aura aussi donc un système de récupération des eaux de pluie pour boire et aussi pour la douche, pour tout ce qui est les eaux grises et les sanitaires. Après du coup fallait faire en sorte que la Tiny House ça soit vivable, donc il faut faire attention qu'à l'intérieur on ne soit pas plié en deux. Par exemple nous on a décidé de mettre une mezzanine, fallait faire attention que par exemple au-dessus il y a une certaine hauteur, je crois que nous on a mis genre 80 cm ou 1 mètre je crois, pour qu'on puisse au moins se tenir assis, mais il fallait aussi qu'en dessous on puisse se tenir debout et autres, donc faut faire attention à toutes nos mesures. Ensuite on a décidé de mettre une baie vitrée par exemple pour pouvoir avoir un accès sur une terrasse par exemple, ou un coin repos, ça peut allonger entre guillemets l'espace habitable. Et on a mis des fenêtres dans les endroits logiques tels que la cuisine ou la salle de bain pour aérer, pour pas qu'il y ait des mauvaises odeurs et autres. Pour les principaux défis techniques et logistiques, ça va être surtout au niveau de l'espace, sachant que dans une tiny house, on a un espace très réduit. On a essayé de trouver des innovations pour remédier à cet espace d'inconfort lié à l'espace. On a par exemple proposé un lit escamotable, du coup un lit qui descend du plafond, qui évite de faire une mezzanine et qui permet d'avoir une plus grande hauteur sous plafond. Moi personnellement vivre je sais pas, mais en tout cas pour une expérience de quelques semaines ou quelques jours pourquoi pas. Ouais pareil, pour y vivre à temps complet je pourrais pas, mais pourquoi pas passer quelques jours, juste histoire de tester. Mais non, sinon je pense pas que je pourrais. Pour ma part, non, c'est vraiment un espace qui est, je trouve, trop petit et qui est inconfortable selon moi. Donc je préfère une assez grande maison qui permet d'être plus confortable. Voilà, moi je suis d'accord aussi avec lui. C'est vraiment un espace qui est très petit, il faut être habitué, il faut être préparé aussi. Après, je pense que c'est vraiment pour les gens plus qui vont voyager et qui préfèrent ce mode de vie.
Moi personnellement ça va me faire découvrir plus de matériaux éco-responsables, des nouvelles manières aussi. Par exemple le truc de la douche je ne connaissais pas du tout, donc je pense que c'est vraiment bien, ça nous élargit nos horizons. Moi je pense que ça fait surtout réfléchir sur notre consommation en général des matériaux, parce que surtout le BTP c'est un des secteurs de l'industrie qui pollue le plus, et ça nous fait vraiment réfléchir comment est-ce qu'on peut remédier à ça, surtout que nous on est quand même les futures générations qui peuvent justement faire changer les choses. Et oui, par rapport à la consommation surtout d'énergie, nous je sais qu'on a intégré beaucoup de choses pour justement limiter cette consommation d'énergie qui est quand même énorme. Et je pense que ça fait beaucoup réfléchir de comment on vit en fait tout le temps, parce qu'on se rend vraiment compte avec les chiffres de l'impact. Concernant l'enrichissement de notre formation, c'est vraiment l'idée déjà de l'écologie, de trouver des matériaux qui soient innovants, autres que le béton ou autres pour construire cette tiny house, mais aussi sur la conception de l'espace et l'aménagement intérieur pour qu'on puisse trouver des innovations et penser de la meilleure façon possible pour vraiment optimiser l'espace. Voilà, le fait qu'on ait beaucoup de contraintes par rapport au projet de l'année dernière, ça nous permet aussi de voir plus loin, de voir vraiment d'autres matériaux, parce que c'est aussi l'avenir, le fait de prendre des matériaux qui sont biosourcés. Et voilà. Je m'appelle Théo Martinelli, je suis architecte et cofondateur du collectif local. Moi, je m'appelle Aurélien Cantegrel, je suis architecte et j'enseigne à l'ENSA Paris Val-de-Seine en tant que maître de conférences associé, et je suis aussi cofondateur du collectif local. Alors nous, on est le collectif local, on est une association d'architectes qui nous sommes spécialisés dans l'organisation d'événements pédagogiques tels que, surtout le chantier participatif est ouvert. Et le but de ces chantiers, ça va être d'apprendre ensemble à utiliser et à construire avec des matériaux renouvelables et issus de réemploi. Le premier enjeu déjà qu'on a vu avec eux, c'est la question du poids. Parce qu'on est limité en termes de poids, donc on doit faire une construction qui est la plus légère possible pour qu'elle puisse être déplaçable sur route. Elle doit faire moins de 3,5 tonnes avec le châssis. Donc c'est le premier enjeu, donc ça va être d'utiliser des matériaux légers déjà dans un premier temps. Dans un second temps, ça va plus être la rentabilité de l'espace et des usages au sein de cette tiny house. Donc ça va être de penser nos espaces et notre usage de la tiny house en étant le plus compact possible pour éviter tous les trajets et les espaces inutiles au sein de cet espace confiné qu'est la tiny house. Donc il y a un gros enjeu dans le rangement et l'agencement intérieur pour ne pas avoir d'espace résiduel ou inutilisé. Quand on parle de durabilité, de développement durable, d'écologie, etc., on essaie vraiment de sensibiliser à la provenance des matériaux qu'ils utilisent. C'est-à-dire d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont déjà passés par un processus industriel avant d'arriver là, est-ce que c'est des matériaux qui ont consommé beaucoup de CO2 à la fabrication, est-ce que c'est des matériaux qui sont facilement renouvelables, est-ce qu'ils sont réemployables après dans un second temps. Donc ça, c'est un peu les questions qu'on leur soumet. Et puis après, derrière, on va essayer d'identifier des matériaux sinon de réemploi, c'est-à-dire des matériaux à qui on va offrir une seconde vie, donc qui ont déjà été utilisés une première fois. Donc ça, c'est un peu les principes qu'on essaye de travailler avec eux. Après, sinon, on essaye de voir, de leur proposer des solutions un peu low-tech dans les aménagements pour viabiliser ces espaces-là. Ensuite, on va essayer de travailler sur une isolation pertinente, plus que performante, c'est-à-dire une isolation avec une bonne inertie au bon endroit, à côté du poêle par exemple, une isolation plus qualitative en toiture pour avoir le confort d'été, etc., etc. Et pareil, après on va essayer aussi d'optimiser les ouvertures. Il y en a qui faisaient des trop grandes ouvertures, d'autres pas assez, etc. pour avoir un bon ratio d'ouverture, pour que ça puisse se ventiler naturellement, mais pas forcément avoir trop de chaleur en été ou trop de déperdition en hiver. En fait, il n'y a pas de matériau qui est particulièrement fait pour la tiny house, mais c'est penser à un assemblage de matériaux qui fonctionnent bien ensemble pour que cette tiny house soit justement performante. Pour moi, le principal avantage de la question des tiny house, c'est le fait de ne pas artificialiser de sol pour pouvoir les mettre en œuvre. Ça, c'est son principal avantage, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'ancrer des fondations, de polluer à nouveau des sols. Donc on va pouvoir en plus
créer une certaine itinérance qui va par exemple pouvoir permettre de s'adapter à différents climats. Donc par exemple, on peut très bien se dire qu'on va se mettre à la montagne en été pour avoir un climat plus frais en cas de réchauffement climatique et par exemple l'hiver aller plutôt chercher des températures un peu plus élevées dans le sud. Donc ce côté mobile, pour moi, il a un intérêt vraiment dans ce sens-là. Ensuite, c'est des modes de vie qui vont être assez frugaux parce qu'au final, on fait vivre à peu près 2 personnes dans 15 mètres carrés. Donc ça consomme beaucoup moins de matériaux que la construction d'une maison classique. C'est ça que moi je trouve que est un peu le plus intéressant, c'est repenser les usages et notre manière d'habiter. En fait, une tiny house nous oblige à vivre dans des espaces confinés, assez petits, dans lesquels on va se passer du superflu. Donc c'est les gens qui sont en train de passer à vivre dans les tiny houses vont justement essayer de penser leurs espaces sans chercher à surconsommer ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi dans cette question qu'elle pose que ça va être intéressant, je trouve. Et ça offre aussi, je pense, un lien avec l'extérieur qui est aussi un peu plus important, quoi. Enfin, en fait, on va tout de suite se projeter vers l'extérieur, essayer d'aller sur des espaces un peu plus naturels. Contrairement dans une maison, on va plus facilement rester chez soi, quoi. Moi, je pense que oui. Moi, je suis pas très sûr. C'est que en milieu rural, il y a de l'espace. On peut se permettre d'avoir de plus grands logements que des tiny houses. Après, évidemment, il y a l'enjeu d'artificialisation des sols, d'impact écologique que va apporter la maison. Alors qu'en milieu urbain, cette tiny house n'a pas sa place. Le fait de chercher à faire toujours plus petit n'est pas forcément une réponse à tous les enjeux écologiques qu'on a actuellement, mais c'est un mode de questionnement, je trouve, plus qu'une réponse à part entière. Oui, parce que pour moi, il y a aussi le fait qu'on ait déjà, par exemple sur notre territoire, un foncier qu'il faudrait plutôt essayer de rénover, parfois, plutôt que de reconstruire du nouveau, du neuf. Des tiny, c'est quand même comme des petites maisons neuves, quoi. Maintenant, sur plein d'autres aspects, pour éviter l'artificialisation des sols à grande échelle, je pense que ça peut être une solution. Après, c'est pas fait et adapté pour tout le monde non plus, mais en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est que sur un espace naturel, on peut ramener à 5 ou 6 tiny, juste mettre un point d'eau et faire vivre plusieurs familles directement. Ça va permettre aussi de s'implanter sur des territoires qui ne sont pas forcément constructibles de manière temporaire. Parce que pendant 3 mois, on peut poser la tiny sans demander de déclaration d'urbanisme. Et puis c'est aussi l'idée de retrouver un mode de vie un peu nomade et plus forcément sédentaire, et ça questionne encore d'autres choses. Pour moi, je pense que ça peut être intéressant pour amener des nouvelles manières de vivre et d'habiter, quoi.